Valls, seul contre tous, c'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Manuel Valls est seul contre tous en apparence et dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'aile gauche de sa majorité qui râle, qui trouve que les efforts demandés aux Français sont trop importants, et de l'autre côté une droite qui trouve assez classiquement qu'il n'y en a pas assez, et au milieu un cœur de la majorité tétanisé en se demandant ce que tout ça va lui coûter aux européennes. Mais ça, à mon avis, c'est pas très grave. Je pense que Valls est seul contre tous parce que Valls est seul... parce qu'il n'a pas fait les bons choix, parce qu'il a gelé les dépenses publiques parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pendant 17 mois, c'est ça, jusqu'à octobre prochain, mais il n'a pas sauté le pas du véritable réformateur consistant à faire des réformes de structure. Et donc, il va se retrouver seul, oui, parce qu'à mon avis, il a pris un risque politique, celui de déplaire à une partie de sa majorité, un risque politique exorbitant par rapport au profit économique qui pourrait tirer de ces mesures. Ce n'est pas parce que vous gelez pendant quelques mois le point d'indice des fonctionnaires ou un certain nombre de prestations sociales que vous allez remettre la France en marche. Je vous suis sur un point, Guillaume, c'est qu'effectivement, il a pris un risque politique considérable et que s'il n'est pas tout à fait seul contre tous, il n'est pas loin d'être isolé. Effectivement, l'opposition est dans son rôle lorsqu'elle le critique, mais on voit bien que la majorité aussi renacle fortement et que la base politique de Manuel Valls est extrêmement restreinte. Maintenant, ce risque, il est considérable, et s'il n'est pas allé au-delà, comme vous le dites, d'abord, c'est parce qu'il ne s'agit peut-être pas d'aller totalement à contre-courant des engagements de la campagne électorale qui étaient ceux de François Hollande, et c'est vrai que quand on se souvient de Mon ennemi, c'est la finance, on peut comprendre qu'aujourd'hui, une grande partie de l'électorat de gauche se sente flouée par les annonces hier de Manuel Valls et par cette addition qui est lourde et douloureuse et qu'il va falloir supporter, et ensuite parce que le corps social, il est quand même très fragile, et je pense que s'il va au-delà, il y a aussi un risque d'émiettement, de crise sociale dans le pays qui existe. Alors il y a une prise de risque politique qui est évidente, là-dessus je vous rejoins. Sur le plan social, je pense qu'il faut quand même être soucieux de ne pas totalement morceler ce pays qui souffre. En l'occurrence, le gel du point d'indice des fonctionnaires, le gel d'un certain nombre de prestations sociales, la baisse des dépenses publiques, c'est quand même massif, spectaculaire et douloureux, et personne avant lui n'avait osé faire ce qu'il a annoncé hier. Alors d'abord, une petite parenthèse pour dire qu'on est partis tous les deux du principe que Manuel Valls était sincère. C'est-à-dire que les mesures qu'il annonce, effectivement, il va les tenir. N'écartons pas cette hypothèse. N'écartons pas cette hypothèse, mais oui, faisons-lui confiance a priori. Moi, je viens d'entendre Jean-Christophe Cambadélis, le nouveau patron du Parti Socialiste, qui a été parachuté là par François Hollande et par Manuel Valls, dont on imagine qu'il ne parle pas sans être concerté avec le président de la République et le Premier ministre avant, et qui nous dit, oui, vous savez, les 3% de déficit, il va falloir revenir dessus, ça va être l'un des enjeux des européennes. Donc, on entend déjà cette petite musique qui, au moment même où le Premier ministre annonce des mesures difficiles, le patron du parti dit « Vous allez voir, peut-être qu'avec un peu de chance, on va s'en tirer ». Donc ça m'inquiète, mais enfin, refermons la parenthèse. Tant qu'on n'a pas dit « On ne tiendra pas nos engagements », partons du principe qu'on les tiendra. Le fond du sujet, effectivement, c'est celui que vous avez évoqué, c'est cette crise. C'est-à-dire, jusqu'où peut-on aller dans la brutalisation, en quelque sorte, de la société française. Moi, ce que je crois, c'est que si on se contente de mesures palliatives comme celle d'aujourd'hui, on ne réglera pas le problème. Et que donc, oui, on prend le risque d'une crise aiguë, c'est vrai, en annonçant des choses difficiles. Moi, je pense qu'il faudrait reporter l'âge légal de la retraite, qu'il faudrait revenir sur les 35 heures. Mon programme, vous le connaissez. Je pense que pour des jeunes, on peut faire comme ce qu'il y a dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni, où quand vous n'avez pas un âge minimum et quand vous n'avez pas une qualification minimum, l'essentiel, c'est de faire revenir les jeunes vers l'emploi plutôt que de leur verser un RSA jeune. Oui, je le pense. Maintenant, je crois qu'en ne prenant pas ces mesures-là, on va avoir une crise qui va durer, qui va s'éterniser, et le coût social de ça, dans l'espèce de dépression collective qui est en train de se saisir le pays, ça sera encore plus grave. Les critiques que subit Manuel Valls de la part de l'opposition, pour ne pas être allé assez loin, elles ont au moins un mérite, c'est qu'elles montrent que Manuel Valls n'est pas encore totalement passé à droite, pour le dire de façon ironique, et qu'il reste un homme de gauche. Je pense que le SMIC, et par exemple la remise en cause du SMIC, y compris pour certaines catégories de population, même à titre transitoire, pour les jeunes, ça relève, comme l'a dit Laurence Parisot, d'une logique esclavagiste de supprimer le SMIC. Et Laurence Parisot ne passe pas... de la nuance de Laurence Parisot. Laurence Parisot n'est pas une dangereuse gauchiste dans mon genre. Non, mais elle est une ennemie intime de Pierre Gattaz, et vous le savez bien. Vous en conviendrez. Quant au report de l'âge de la retraite, etc., bon, on connaît ce programme. En l'occurrence, fort heureusement, Manuel Valls n'est pas allé jusque-là. Quant à l'hypothétique nouveau délai, quant au retour aux 3% de déficit, et cette espèce d'ombre qui continue de planer, y compris dans les propos de Jean-Christophe Cambadélis que vous évoquiez, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls en Europe, que la France est dans un ensemble européen, dans une zone euro, où même
Mario Draghi, le fameux Super Mario, s'est interrogé, voilà, et s'est interrogé la semaine dernière, le week-end dernier, sur le niveau de l'euro. C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité, mais là, en l'occurrence, il faut que la France fonctionne, travaille, avance avec son environnement international. Il y a aussi une possibilité que cette politique d'austérité, de désendettement, eh bien, elle soit tellement massive et douloureuse qu'elle remette en cause le retour de la croissance et qu'elle soit remise en cause à l'échelle de l'Europe. C'est une question qui se pose. Donc si jamais elle est remise en cause à l'échelle de l'Europe, cette politique, après par exemple les élections européennes, ou si jamais le niveau de l'euro est tellement élevé que la Banque Centrale Européenne finalement revient sur sa gouvernance et sur le niveau de l'euro, on peut imaginer qu'à l'échelle européenne cette politique soit remise en cause. Ce qui est intéressant avec ce qu'a annoncé Manuel Valls hier, c'est qu'effectivement la France s'inscrit clairement dans un cadre européen. D'abord, tout ça fait beaucoup de conditionnels, et c'est sans compter sur l'Allemagne qui, pour l'instant, ne veut pas d'une politique monétaire plus accommodante. Peut-être changera-t-elle d'avis, ça ne me paraît pas certain. Je suis assez d'accord avec vous, ça va peut-être vous surprendre, sur le fait que l'austérité n'est pas une fin en elle-même. Et qu'effectivement, en prenant ces mesures de rustine qui vont mettre encore plus de déprime chez les gens, donc probablement contraindre la consommation, les inciter à reporter leurs investissements, ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de la crise. C'est pour ça que moi je suis convaincu, même si c'est une politique de droite, que ce que fait Manuel Valls ne va servir à rien. C'est-à-dire qu'on va réussir effectivement à comprimer un peu les déficits, pas de beaucoup quand même. Hein. Je rappelle quand même que les 50 milliards, ça fait 17 milliards par an. 17 milliards par an, c'est 0,8% du PIB. C'est-à-dire que c'est à peine ce qu'il faut pour arriver à nos engagements de 3% de déficit, sans compter les mesures d'économie bienvenues ou de baisse des charges qui ont été prises par Valls. Donc, encore une fois... Personne ne l'a jamais fait avant. Oui, mais je suis d'accord, mais la droite n'a pas été plus courageuse que la gauche, mais je pense que l'une comme l'autre ne se rendent pas compte de la gravité du choc qui est nécessaire. Je pense qu'il faudra regarder du côté de l'Allemagne, du côté de l'Angleterre, du côté de l'Italie, pour comprendre ce dont on a vraiment besoin. Et de l'Europe du Sud aussi, et de l'évolution justement de l'Italie, de l'Espagne, etc. C'est-à-dire que je pense que la France ne peut plus avancer, ne peut plus s'attaquer à sa situation économique seule. C'est au moins le mérite de la situation aujourd'hui et des annonces du gouvernement.